Bienvenue dans ce premier webinaire de l'année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023. L'année 2023 sur les marchés a été marquée par une forte volatilité, conséquence notamment de la hausse de l'inflation et de la situation en Ukraine. Nous allons faire le bilan de cette année et regarder quelles ont été les conséquences de ces différents facteurs sur les gestions pilotées gérées par notre partenaire GWS. Nous allons également faire le point sur les thématiques qui devront être regardées en 2023 et quelles pourraient être leurs conséquences sur les marchés. Pour cela, je reçois Ibrahim Al-Khalil, gérant de portefeuille chez GWS. Bonjour Ibrahim. Bonjour Clément. Alors, est-ce que tu pourrais simplement, en quelques mots, présenter rapidement GWS et quel est ton rôle chez GWS? Bien sûr, merci beaucoup pour cette invitation. Avant toute chose, je tiens également au nom de toute l'équipe de Generali Wealth Solutions à vous souhaiter une excellente année 2023 et vous présenter nos meilleurs vœux. Donc Generali Wealth Solutions, c'est une société de gestion agréée par l'AMF, 100% filiale de Generali, qui a une spécificité, c'est celle de ne pas vendre, proposer de fonds ouverts. C'est-à-dire que Generali Wealth Solutions est une société de gestion qui ne commercialise pas de fonds, actions européennes, actions américaines, mais son rôle, c'est d'apporter du service évidemment en termes de gestion à travers de la gestion pilotée, comme celle qu'on peut faire pour Alta Profit, et puis également de la gestion sous mandat ou d'autres gestions pilotées. Donc on est une équipe de 16 personnes aujourd'hui, consacrée notamment à ces problématiques-là d'ingénierie financière et d'ingénierie patrimoniale. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer du coup sur peut-être la performance des indices. Il y a beaucoup de rouge sur ce schéma. On va essayer de comprendre pourquoi justement on a une année 2022, on ne va pas se le cacher, mais essayer de comprendre pourquoi cette année a été compliquée. Alors, donc Ibrahim, je te laisse expliquer un petit peu ces chiffres. Absolument. Si je commence par faire le bilan en termes de chiffres, le premier constat, c'est que c'est une année particulièrement lourde, très compliquée et sur un certain nombre de classes d'actifs. Ici, on a l'ensemble des performances, donc on regarde la colonne de variation 2022, on a exclusivement du rouge et dans l'ordre, on a des indices d'actions d'abord françaises, le CAC 40, européenne, l'Eurostoxx 50, le Nasdaq et le S&P qui sont deux indices américains, le MSCI World qui représente plutôt l'évolution des marchés actions à l'échelle internationale. Et les deux dernières lignes sont des indices obligataires qui vont représenter la performance de positions obligataires. Le premier indice représente le Bloomberg Global Aggregate, c'est une position globale internationale. Et le second, le Bloomberg Euro Aggregate, c'est une position en zone euro. Tout à fait, le constat est assez lourd parce qu'on se rend compte qu'il n'y a que du rouge en 2022. En d'autres termes, il n'y avait pas vraiment de classe d'actifs ou d'endroits où se cacher et éviter la baisse en 2022 quand on reste sur les marchés financiers, évidemment. Et ça, c'est le premier constat qui est assez inhabituel, c'est de voir une performance des indices obligataires, pour rappel, moins 17,2 en moyenne sur le Bloomberg Euro Aggregate. Ça veut tout simplement dire qu'un investisseur qui aurait acheté des obligations d'État français, allemands ou d'entreprises particulièrement bien notées, c'est-à-dire non risquées au sens de l'AMF, afficherait une performance de l'ordre de moins 17% en fin d'année. Alors que par opposition à ça, on a un CAC 40 qui affiche, lui, une perte seulement, avec de gros guillemets, de moins 9,5%. Donc un profil plutôt modéré peut, sur l'année 2022, afficher des performances aussi mauvaises ou même plus mauvaises que celles qu'un investisseur plutôt dynamique qui serait essentiellement investi sur des marchés actions. Le second élément à noter, c'est l'écart de performance entre les marchés européens et français et les marchés américains. Là encore, c'est des situations qu'on a pu observer par le passé, mais qui ne s'inscrivent que très rarement dans le temps, pour ne pas dire jamais. C'est-à-dire qu'on a quasi systématiquement un marché américain qui est plutôt directeur, qui donne la tendance, parce qu'une économie américaine plus importante, plus résiliente. Donc des marchés américains sur le plan boursier qui ont tendance à donner la direction de l'évolution des marchés à l'échelle internationale. Et sur l'année 2022, ce n'est pas du tout ce qu'on observe et on le voit. Le CAC 40 recule de 9,5%. L'Eurostoxx 50, donc qui représente l'évolution des marchés européens, recule de 11,7%.
Et le Nasdaq en dollars recule de 33%. Pour rappel, le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques américaines. Le Nasdaq représente, entre autres, Apple, Microsoft, Google. Donc, c'est ces valeurs qui ont très bien performé et surperformé, de manière générale, les marchés sur les 10 dernières années. Comment on peut expliquer cet écart assez marqué, comme tu le dis, entre les obligations et les actions, notamment, alors que historiquement, on a plutôt tendance à dire que le marché, que les obligations sont plutôt entre guillemets, une valeur refuge, ou en tout cas plus prudente que les actions. Là, on constate que sur 2022, finalement, ce qui était censé être plus prudent a eu une baisse encore plus marquée que le marché action. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aujourd'hui? Alors, ça tiendra en quelques mots l'évolution des taux d'intérêt. On en a peut-être un petit peu moins parlé, mais le véritable choc, à mon sens, il n'est pas véritablement sur les moins 33% du Nasdaq, c'est un marché action, soumis à une certaine volatilité qui a cumulé une performance assez exceptionnelle sur les dernières années. Moins 33%, c'est difficile, c'est douloureux pour les portefeuilles. Encore une fois, ceux qui sont investis depuis 5 ans ne regrettent pas leur investissement. Par contre, le véritable mouvement particulièrement surprenant, il a eu lieu sur les taux d'intérêt. Le véritable crack, il a eu lieu sur les investissements obligataires. Pour rappel, l'OAT, donc la dette d'État français à 10 ans, rémunérée autour de 0,2% par an sur une maturité de 10 ans. Si on prête de l'argent à l'État français sur 10 ans, on s'attendait en début d'année à recevoir 0,2% par an. En fin d'année 2022, on était plutôt autour des 3%, très proche des 3%. Donc, le véritable mouvement, il a eu lieu sur les taux d'intérêt. Et on sait que l'évolution des taux d'intérêt impacte, quand les taux d'intérêt augmentent, ça impacte négativement la valorisation des obligations déjà détenues. Donc, c'est ce fort mouvement sur les taux d'intérêt qui a impacté très négativement les obligations déjà émises et donc qui explique ces performances très largement négatives. C'est pour ça que je finis là-dessus sur une note plutôt positive. Ce mouvement assez exceptionnel, il a eu lieu. On ne s'attend pas à revoir le même mouvement en 2023. Donc, on a pris quasiment 3% sur de la dette d'État français ou européen de manière générale. On ne s'attend pas à voir les taux de l'État français à 10 ans finir à 6% sur la fin de l'année 2023. Donc, ce mouvement a eu lieu. On s'attend plutôt à retrouver une décorrélation entre les actions et les obligations sur l'année 2023. Okay. Sur la performance peut-être du Nasdaq, des valeurs technologiques de façon générale, même principe, comme tu le dis, bon, ça reste un marché très volatile et quelque part, c'est normal d'avoir des fortes variations sur les actions sur certaines périodes. La baisse, elle est quand même beaucoup plus marquée que les indices actions plus généraux, comme le S&P par exemple. Même principe, comment est-ce qu'on peut expliquer ces plus fortes baisses? C'est également une conséquence quasi directe de l'évolution des taux d'intérêt. Pour une raison assez simple, on a tendance peut-être à l'oublier, mais les valeurs technologiques américaines sont avant tout des valeurs dites de croissance. Une valeur de croissance, c'est une valeur qui va généralement, donc une entreprise, une valeur, quand je dis une valeur, c'est une entreprise, c'est une entreprise qui va généralement délivrer très peu ou pas du tout de dividendes, parce qu'elle va réinvestir l'essentiel ou une très grande partie de son résultat dans sa croissance future. Mais pas seulement, elle va aussi s'endetter sur les marchés financiers pour pouvoir financer cette croissance future. Et donc, une évolution des taux d'intérêt impacte beaucoup plus directement des sociétés dites de croissance, donc qui ont besoin de s'endetter de manière continue sur les marchés, parce que le coût de la dette devient plus important. Donc, l'impact, il a été quasi direct entre l'évolution des taux d'intérêt et la nature des entreprises dites technologiques américaines. D'accord, très bien. Une fois qu'on a fait le point sur l'évolution des indices, je pense que c'est plutôt clair sur ce qu'on voit sur le tableau et les explications que tu nous as données. On peut peut-être regarder quel impact finalement ça a pu avoir aussi sur la performance des profils ces deux profils de gestion pilotée. On voit sans surprise qu'il y a une baisse. Est-ce que, même principe, on peut la regarder ensemble si tu veux bien? Bien sûr, bien sûr. Alors, le premier point, c'est quand on est gérant, on a tendance quasi systématiquement, et c'est assez normal, à se comparer aux évolutions du marché. Et on fait l'exercice
encore une fois, systématique de se mettre dans la peau d'un client. Et évidemment, quand le client voit une baisse, même si elle est moins importante que celle des marchés financiers, c'est une performance qui est mauvaise pour un client. À partir du moment où il a une année où il perd de l'argent, il est difficilement satisfait de la performance et on comprend totalement. Le point, il est de rappeler évidemment que c'est un investissement long terme et que l'intérêt d'amortir une baisse, il réside dans un élément assez spécifique, pas celui de dire, bon, bah, finalement, en 2022, je n'ai perdu que 13% quand les marchés américains en perdent de 30%. Il est surtout intéressant parce qu'il nous permet de partir d'un niveau qui est moins bas que celui des marchés. Et on le sait, les marchés vont se redresser. Et on pense que l'année 2023 va être plutôt bonne, mais j'en parlerai par la suite. Les marchés vont se redresser, c'est-à-dire que ces principaux indices américains vont progresser très nettement, vont être en hausse, ils vont récupérer leur baisse, c'est notre conviction sur le long terme, et partir d'un niveau qui, lui, est moins bas que celui des marchés, permet d'en profiter bien plus pleinement. Donc, cette performance, elle doit être remise un petit peu en perspective des performances des principaux marchés, actions. Et l'écart de performance, ça c'est le deuxième élément qu'on peut noter, l'écart de performance entre un profil conviction et un profil patrimoine. Le profil conviction, c'est plutôt un profil dynamique. Le profil patrimoine, c'est plutôt un profil équilibré. Généralement, on a un écart qui est plus marqué. Pas du simple au double, mais presque. Ici, on a un écart qui est nettement moins marqué, même s'il subsiste quand même. Et cet écart moins marqué, c'est la conséquence directe de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire la sous-performance de la poche obligataire par rapport à un investissement action. Cette poche est censée, qui généralement jouait son rôle de coussin amortisseur, ne l'a pas fait, ce qui explique les performances actuelles sur le profil patrimoine. Sur le profil croissance, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Les performances sont évidemment négatives, ce ne sont pas de bonnes performances dans l'absolu, mais en relatif, et encore une fois par rapport au tableau et aux principaux indices qu'on vient de voir, il faut en être plutôt satisfait parce que la remontée des marchés actions inéluctable nous permettra d'effacer ces performances, on l'espère, sur l'année 2020. J'en profite aussi, effectivement, comme tu le disais, de toute façon, l'investissement sur les marchés, c'est envisagé sur le long terme. C'est une année parmi d'autres. Là, sur l'investissement en assurance vie, c'est à partir du moment où, en tout cas, on va investir sur des unités de compte, un investissement qu'il faut envisager sur le long terme. La bonne solution aussi pour rentrer, justement, quand on a des marchés qui sont assez incertains, ça peut être de faire des versements programmés ou des versements progressifs pour avoir plusieurs points d'entrée. Et puis sur cette perspective peut-être un petit peu de long terme, si on prend un des indices, on va dire qu'on connaît tous et que tu nous as montré tout à l'heure, le CAC 40 fait moins 9,5% en 2022. Si on prend la performance sur 10 ans, c'est plus 85%. Donc voilà vraiment l'importance aussi de regarder ça sur du long terme et pas simplement sur une année ou sur une période donnée. Absolument. On peut passer peut-être un petit peu au panorama économique et à quelques informations qu'on peut avoir déjà sur ce début d'année peut-être. Alors, on a fait le bilan en commençant par les chiffres, parce que je pense qu'une année aussi exceptionnelle nous pousse à commencer par les chiffres, à faire un bilan très franc et très transparent de l'évolution aussi bien des profits en gestion que de ceux des marchés. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a déjà eu quelques éléments de réponse et surtout la manière dont on se positionne, dont on tire des conclusions de cette analyse économique pour déterminer l'allocation qu'on construit pour l'année 2023. Ça a été une année très particulière sur le plan économique, géopolitique, et on l'a tous vécu. Ça a été un enchaînement d'éléments amenant de l'incertitude et un certain nombre de difficultés. Évidemment, une guerre en Europe d'une ampleur particulièrement importante, qui est dramatique aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique, qui a provoqué, entre autres, la hausse très forte du prix des matières premières, qui a entraîné donc une inflation particulièrement élevée un petit peu partout dans le monde. Et la meilleure arme qu'ont nos économies pour lutter contre l'inflation élevée, c'est évidemment la hausse des taux de nos banquiers centraux. Donc nos banquiers centraux s'en sont donnés à cœur joie, ils ont augmenté les taux de manière
exceptionnelle, mais pour faire face à une inflation qui, elle aussi, est exceptionnelle. Et rappelons-le, augmentation des taux d'intérêt veut dire de manière quasi assez directe, c'est une manière de ralentir l'activité économique. Quand on augmente les taux d'intérêt, mais on le vit au quotidien, il est plus difficile d'emprunter pour investir, pour faire des achats immobiliers, mais aussi pour investir de manière générale quand on est une entreprise. L'objectif étant justement de ralentir une activité économique et souvent une surchauffe économique. Alors ici, cette inflation ne venait pas d'une surchauffe économique et c'est là qu'est la difficulté. Donc l'augmentation des taux ralentit bel et bien l'économie, mais elle la ralentit peut-être un petit peu trop fortement jusqu'à la pousser vers une récession. Et c'est cette inquiétude qui a provoqué une très forte baisse des marchés financiers dans un premier temps, avant de voir un petit peu plus d'optimisme sur le dernier trimestre de l'année. C'est là qu'on a vu un rebond des marchés européens et des marchés français, parce qu'on se dit que finalement, la récession qu'on pouvait prévoir pour l'année 2023 serait peut-être moins violente, moins dure ou brutale que celle que nous pouvions attendre. Donc on a deux graphes ici, mais qui sont très parlants, qui ont fait couler beaucoup d'encre cette année. L'inflation qui est montée à des niveaux particulièrement élevés, à peu près 10%, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avant de décroître. Et depuis, et maintenant on le voit, les derniers chiffres le montrent, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, avec un petit peu plus de retard, on est plutôt dans cette phase de déflation. Une inflation qui va progressivement se réduire, qui était à 10 ou plus haut, qui sur les derniers chiffres aux États-Unis est plutôt autour des 6,5, et qui devrait ralentir jusqu'à atterrir, pour atterrir autour des 3%, 3,5%. Donc, c'est le premier constat, c'est-à-dire que l'année 2022, elle a été exceptionnelle sur plusieurs niveaux, sur le plan économique, mais l'année 2023 sera plutôt la fin de cette situation exceptionnelle, pour retourner vers une normalité. Une normalité sur plusieurs plans. Donc déjà l'inflation, et ça c'est un élément important, c'est-à-dire que même si on atteint une inflation de 3% qui reste plus élevée que la moyenne que nous observons sur les 10 dernières années, quand on passe de 10 à 3, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises, ça offre plus de visibilité, c'est une pression qui est moins importante. Donc ça va être un élément qui sera positif pour les entreprises. Donc une année 2023 sur laquelle on est plus positif, mais pas de manière continue. Il y aura de la volatilité en 2023, l'intérêt d'une gestion pilotée comme celle que nous avons construite, Cœur Satellite, et il y aura de la volatilité, donc il faudra continuer d'ajuster les positions et d'être réactif. Et au fil de l'année 2023, on aura certainement moins besoin d'être tactique, c'est-à-dire d'ajuster des positions par tactique. Il faut comprendre position de plus court terme. Donc une première partie d'année qui certainement sera source de volatilité, où on sera finalement dans la continuité de l'année 2022, mais une deuxième partie d'année qui, elle, offrira plus de visibilité et qui laissera place à une reprise plus marquée. Qui dit reprise économique, dit évidemment ajustement des allocations. Donc on commence dès maintenant à aller sélectionner les fonds qui feront partie de nos gestions pilotées à l'état profit pour préparer cette phase de reprise économique qu'on voit en deuxième partie d'année 2023. Et ces actifs, c'est évidemment des entreprises qui sont plus cycliques que celles qu'on a au portefeuille aujourd'hui, donc qui vont avoir tendance à accentuer les mouvements de marché. On rappelle, quand on est dans une situation plutôt baissière, on cherche des entreprises plutôt défensives qui vont amortir la baisse. Et puis quand on est dans une situation où on s'attend à avoir une hausse, on va chercher des entreprises qui sont plus cycliques, comme les financières par exemple, comme les petites et moyennes entreprises, qui vont avoir tendance à amplifier les mouvements de marché. Si je comprends bien, on va avoir une année peut-être dans un premier temps sur la même dynamique que l'année 2022 et peut-être un peu plus de perspective sur la seconde partie de l'année. Absolument. D'accord, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter peut-être sur cette partie-là, sur le panorama économique aujourd'hui? Rappeler peut-être deux éléments, c'est que l'année a déjà commencé. Je pense que vous avez tous en tête les performances depuis le début de l'année qui sont particulièrement exceptionnelles. Après avoir fait un constat assez noir de l'année 2022, on est forcé de constater que l'année 2023 commence très fort. À l'exception de la séance d'aujourd'hui, on a enchaîné un certain nombre de séances de hausse
et toujours dans cette même continuité, c'est-à-dire une surperformance très large des marchés européens et des marchés français par rapport au marché outre-Atlantique. Donc ce n'est pas, à notre sens, une situation durable. Je l'ai dit en parlant des performances, et je le dis aussi sur le plan économique, la hausse des marchés européens, elle est à notre sens peu justifiée sur le plan économique. Donc on voit un retour des investisseurs qui tablent plutôt sur une récession qui sera moins marquée qu'initialement. Quand on repasse à 7000 points, même au-dessus comme on y était depuis quelques jours, quand on revient à nos niveaux de début 2022, avec ce qui nous attend, les défis qui nous attendent sur le plan économique, sur l'année 2023, on trouve que c'est plutôt cher payé et ça laisse plutôt place à la prudence. Donc plutôt de la prudence sur les marchés européens, surtout après le fort rebond qui se poursuit depuis le début de l'année. Alors que les marchés américains ont nettement moins bondi. Et qu'on n'a pas de sujet sur la solidité des entreprises technologiques américaines. Encore une fois, on a Apple qui a affiché une performance de l'ordre de moins 25% sur l'année 2022. C'est une opportunité d'achat. Donc on va aller chercher et continuer à renforcer ces fonds qui investissent essentiellement dans les grandes capitalisations américaines, avec un biais sur les valeurs technologiques qui ont beaucoup souffert sur l'année 2022 à cause justement de cette hausse de taux, mais qui vont certainement se redresser sur l'année 2023. On ajuste nos positions avec ce prisme-là sans forcément se surexposer sur les marchés actions, parce qu'on l'a dit, on s'attend quand même à un début d'année un petit peu compliqué après le rebond qu'on a eu. Il semblerait naturel de voir quelques périodes de correction. Mais on commence déjà à réajuster. On a entamé ce réajustement en fin d'année 2022, à réajuster les portefeuilles en faveur des actions internationales et américaines et au détriment des valeurs européennes. On peut peut-être passer du coup à la page suivante. Donc là, on va être plus spécifiquement donc, sur le fonds GWS allocation tactique. Pour rappel, c'est un fonds qui est géré de façon beaucoup plus active par GWS. Sur le reste des fonds, on va être en architecture ouverte. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, des fonds qui vont être des fonds d'autres maisons de gestion. Sur le fonds allocation tactique, donc c'est géré directement par GWS. Sur le profil conviction, ça va représenter 40% de l'allocation globale, ce fonds allocation tactique, et sur le profil patrimoine, 20% de l'allocation. Et c'est une poche que vous pouvez gérer de façon beaucoup plus active que le reste des positions. Absolument, et c'est tout l'intérêt. Et c'est la grande spécificité de la gestion pilotée qu'on propose et qu'on fait pour Alta Profit. Faut bien comprendre que ce fonds cœur, il est géré comme un compte titre, pour simplifier les choses. C'est-à-dire qu'il nous permet d'agir non pas comme généralement un assureur agit sur une gestion pilotée, en passant des arbitrages, mais comme n'importe quel gérant agirait sur un compte titre ou même sur un PEA si vous en avez un à titre personnel. C'est-à-dire qu'on agit tout de suite, immédiatement dès qu'il y a une opportunité à saisir, en passant nos ordres sur les marchés aux heures d'ouverture des marchés. Pour rappel, un ETF cote comme une action sur les heures d'ouverture des marchés, notamment ici sur les marchés, sur la bourse parisienne essentiellement. Et donc on va aller se sensibiliser à l'évolution d'un marché ou un autre. On le voit ici, on a un certain nombre de trackers, il n'est géré qu'en tracker, on a un certain nombre de trackers sur les marchés américains, ce qui traduit bien notre volonté de vouloir de plus en plus renforcer la poche US et alléger la poche européenne. Parce que le constat est simple, on trouve que l'Europe est cher payée à ces niveaux-là, alors que les US n'ont pas véritablement bondi et les entreprises sont tout à fait solides. Donc on voit ce réajustement. On a commencé par le faire sur ce fonds et c'est très important. Dès qu'on voit un très fort rebond et qu'on commence ce mouvement d'allègement de l'Europe pour aller vers de l'US, il se fait d'abord à travers le fonds GWS Allocation Tactique. Ce fonds cœur qui permet de prendre position très rapidement sur les marchés. Et ensuite, on en parlera de manière plus structurelle, on prend des positions beaucoup plus long-termistes avec les satellites. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être sur ce fonds allocation tactique? Effectivement, comme tu le dis, on voit bien, enfin tu disais tout à l'heure que vous souhaitiez diminuer la part de l'Europe sur les allocations.
c'est flagrant ici, ça représente 28% et on a 59% aux États-Unis. On va regarder après, on aura le détail des portefeuilles. La part de l'Europe, du coup, sur la globalité des portefeuilles est plus importante. Et voilà, ça montre bien que ce fonds-là permet une bonne réaction de votre côté pour. Absolument, et c'est une conséquence du mouvement qu'on fait sur ce fonds-là. Oui, le deuxième élément, on avait vu en introduction l'impact négatif des obligations sur un portefeuille sur l'année 2022. L'intérêt ici, en travaillant en tracker, on peut avoir des fonds monétaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'équivalent du cash. Nous ne sommes pas obligés d'avoir des obligations de passer par des fonds obligataires, ce qui veut dire que ce fonds a amorti une grande partie de la baisse sur l'année qui vient de s'écouler, parce qu'on n'avait pas d'obligations. Ici, la ligne obligataire que vous voyez, c'est un tracker d'obligations d'États européens de duration comprise entre 7 et 10. On en a 8%, c'est une position qu'on a initiée dans le portefeuille sur le dernier trimestre, ce qui veut dire que toute la première partie de l'année, nous n'avions pas d'obligation. Et sur ce fonds cœur, nous n'avons pas souffert de la hausse des taux. C'est un élément important et on voit toujours qu'on a beaucoup de monétaires. Et l'année 2023, ça va être une année durant laquelle on va chercher à réduire durablement notre position monétaire pour augmenter nos positions actions et obligataires maintenant qu'on a du portage et maintenant qu'on a des taux plus intéressants. On peut passer du coup à la page suivante sur la présentation du coup un peu plus large sur l'exposition action du fonds depuis la création des gestions pilotées. On voit bien du coup qu'on a des phases où la part d'action est beaucoup plus ou moins importante selon l'évolution des marchés. Si on regarde février, ça correspond au début du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc j'imagine que le positionnement était de se dire il faut rester beaucoup plus prudent en attendant de voir ce qui se passe et une réaction assez rapide Absolument. Absolument, tout à fait. Et c'est là l'élément particulièrement notable, c'est-à-dire que sur une gestion pilotée, avoir cette réactivité-là, pouvoir littéralement pas faire -5 ou -10, mais passer de quasiment de 55 à 25% d'actions, c'est un mouvement d'allocation extrêmement fort. Et donc, ce mouvement a été plutôt un très bon mouvement d'allocation. Ils ne sont pas systématiquement très bons, mais ça a été un très bon mouvement. Et c'est cet outil technique qu'est ce fonds cœur qui nous a permis de pouvoir ajuster les expositions aussi rapidement. Donc, c'est un véritable outil qui apporte de la réactivité, qui est assez inédit dans une gestion pilotée et qui, au quotidien, nous permet d'agir quasi quotidiennement sur ce fonds-là et ajuster quasi quotidiennement les allocations globales des deux profils Alta Profit. On peut peut-être passer du coup au slide suivant sur les allocations. Alors là, on est sur la part action sur les deux profils. Donc on voit bien que sur le profil patrimoine, on a une allocation beaucoup moins forte en action, et beaucoup plus exposée sur le profil conviction. C'est somme toute assez logique. Je te laisse peut-être alors, c'est intéressant, il faut évidemment se remettre dans le contexte de client. Ça représente l'exposition action des clients. Donc, les clients qui sont sur un profil conviction, voilà leur exposition action en rouge, et pour les profils patrimoine, leur exposition action en bleu. Le premier point, c'est qu'on voit une certaine évolution, et cette évolution, ces écarts, ces mouvements, le fait de passer de 68 à 60, c'est une conséquence directe de l'utilisation du fonds cœur. Le fonds cœur est un excellent outil, mais in fine, qui permet ces mouvements-là et ces mouvements d'allocation avec une amplitude relativement intéressante. Quelques éléments à noter. Le premier point, c'est qu'on constate que sur le profil le plus risqué, le profil conviction, on est aujourd'hui exposé autour des 67-68% d'actions. On peut monter jusqu'à 100% d'actions sur ce profil. On pourrait descendre nettement plus bas. Ça traduit deux choses. Le premier point, c'est qu'on considère qu'il y a un intérêt à être investi sur les marchés actions. C'est-à-dire que notre message, il n'est absolument pas négatif malgré le rebond qu'on a eu. On a vu qu'on pouvait se positionner sur certains marchés qu'on considérait comme étant encore à ce jour à des niveaux de valorisation corrects et intéressants. Mais on se laisse un certain nombre de cartouches au sec. Très concrètement, le risque d'un marché action, quand on regarde, l'exemple était très bon en introduction, et quand on le regarde sur la durée, les marchés actions sont
font partie des marchés les plus rémunérateurs et les plus intéressants. Le véritable risque dans le marché action, c'est d'être complètement investi la veille d'une crise financière. C'est-à-dire de voir les indices plonger, et donc notre portefeuille plonger sans avoir de liquidité pour réinvestir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ces positions, malgré le fait qu'on soit plus optimiste sur l'année 2023 en général, on est à plus court terme un petit peu plus prudent et on garde des liquidités. Ces liquidités, il faut vraiment les voir comme des opportunités de renforcement à bon prix sur les marchés actions. Donc on a quand même une très bonne capacité de réaction parce qu'on a plus de 30% à réinvestir sur le profil conviction et quasiment la même chose sur un profil patrimoine parce qu'on peut monter jusqu'à 70% d'actions. Donc on a un certain nombre de cartouches au sec. Si les marchés étaient amenés à corriger davantage, ce n'est pas quelque chose que je nous souhaite, mais on est parfaitement bien préparé pour ça. Et puis si les marchés continuaient à évoluer sans correction sur les 2 prochains mois, ce qu'on voit de manière un petit peu plus difficile, c'est pas notre scénario central. On en profiterait dans une mesure qui n'est pas particulièrement faible parce qu'on est quand même investi à plus de 67% sur le profil conviction et à plus de 37% sur le profil patrimoine. Mais on peut passer à la page suivante, voilà, sur les allocations donc, actuelles sur les 2 profils. On voit comme par action plus importante sur le profil conviction. On a une part obligataire assez importante aussi sur le profil patrimoine. Qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être sur ces 2 allocations et comment vous envisagez les choses sur les prochains mois peut-être par rapport à ça? Le premier point, c'est déjà de noter la très bonne cohérence entre les 2 profils. C'est-à-dire que la distinction du profil de risque, elle ne se fait pas dans le choix du fonds, mais dans la pondération qu'on va allouer au fonds. Si on considère que le fonds Cobgestmond est une excellente idée d'investissement pour aller sur les actions internationales de croissance, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pour un profil patrimoine. C'est juste qu'elle le sera dans une moindre mesure. Donc on se retrouve avec une exposition géographique très bien maîtrisée et une bonne cohérence entre les 2 profils. Et encore une fois, c'est vraiment la sous-performance de la poche obligataire qui a justifié et qui a expliqué les performances des profils équilibrés et modérés, mais sur l'ensemble de la classe, qui étaient assez exceptionnelles cette année. Et ce n'était pas une bonne nouvelle pour les investisseurs les plus défensifs. Un des points que je n'ai pas abordé en parlant du fonds croissance, mais on peut le voir ici, et ça se voit également dans le fonds cœur, et on peut le voir également ici, c'est les questions qu'on se pose sur la devise. On a vu de forts mouvements sur l'euro-dollar, de fortes variations sur l'euro-dollar. On a atteint les 0,95, 0,96 au plus bas. On considérait que à ce prix-là, le dollar était excessivement cher. On a commencé par modifier nos positions dans le fonds cœur, c'est-à-dire qu'on a vendu une partie de nos trackers américains pour acheter les mêmes trackers américains mais couverts contre le taux de change, ce qui veut simplement dire que si la devise repart dans l'autre sens, et c'est absolument ce qu'on a observé depuis le 1er octobre, grosso modo, on est passé de 0,98 à 1,08 maintenant. Donc on a un mouvement de plus de 10% qui a eu lieu et on s'est protégé de ce mouvement en partie parce qu'on est passé sur des trackers hedgés, couverts contre le taux de change. On voit souvent un petit H qui signifie cette notion-là, mais également sur les satellites. Parce que c'était, et donc sur les fonds que vous voyez, parce que c'était une conviction de plutôt moyen long terme. On avait bien conscience que le rattrapage de l'euro ne se ferait pas en un mois, que ça s'inscrirait plutôt dans le temps. Si on continue à avoir une progression de l'euro face au dollar, on débouclera ces positions, et ça fait partie des éléments qui sont intéressants à noter. Donc on a cette réactivité sur les marchés actions, mais également pour se protéger contre ces variations sur la devise. On a cherché également à se protéger contre ces variations sur la devise avec certains fonds qu'on a mis dans le satellite, pas tous, mais certains fonds. On voit par exemple le fonds First Eagle qui est une part hedgée. On voit un fonds obligataire, on n'en a pas parlé, mais on a initié une position sur les obligations dites à haut rendement, le high yield à travers le AXA Short Duration, donc à duration courte, une faible maturité, qui lui aussi est également hedgé.
C'est un peu plus systématique sur la poche obligataire. Quand on est sur une poche obligataire, c'est pour sécuriser un coupon sur les prochaines années. Donc, quand on a un peu de portage sur la poche obligataire, quand on a une espérance de gain de 3 à 4% et qu'on va chercher à travers un fonds, on cherche à la sécuriser si on va sur des marchés internationaux. Parce que l'idée, c'est de ne pas grignoter ces 4% de performance qu'on attend avec un mouvement sur la devise. Donc, on est parti sur la version hedgée du fonds AXA Short Duration. Et c'est globalement quelque chose qu'on fait de manière systématique quand on considère qu'il y a un risque dessus. L'objet, ce n'est pas véritablement de faire du trading de devises. Pas du tout. C'est particulièrement volatile et difficile à appréhender. Par contre, quand on est dans une situation qu'on considère comme étant assez exceptionnelle, pour rappel, en moyenne, l'euro-dollar, il est plutôt autour de 1,12, 1,13. Quand on est à 0,96, on considère que le dollar est trop cher. Donc, on décide de se couvrir sur un certain nombre de positions que nous avons. Très bien. On peut passer du coup sur la répartition géographique de la poche action. Je pense que c'est intéressant de la regarder. On en parlait tout à l'heure dans le fonds d'allocation tactique. Là, on voit que la répartition est un peu différente. On a une part d'Europe un peu plus importante. Mais on a quand même les USA qui sont quand même très présents sur l'allocation, peut-être justement avec l'impact de ce fonds cœur sur l'allocation globale. Est-ce que ça, c'est des... Qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être C'est dans la continuité de l'échange qu'on a. C'est-à-dire que très clairement, si je vous dis que l'Europe est chère et que les États-Unis et qu'il y a des opportunités sur les valeurs technologiques américaines, je pense qu'il est plutôt logique de voir une pondération plus importante sur les US. Peut-être un élément de compréhension supplémentaire, c'est qu'ici on fait une répartition géographique, c'est toujours le cas, qui se fait par pays de cotation. Et très concrètement, il y a une distinction à faire entre pays de cotation et puis le business d'une entreprise. Si on prend l'exemple d'une grande entreprise de luxe comme LVMH, elle cote en France. Donc dans cette analyse par pays de cotation, elle va ressortir en Europe. Mais l'essentiel de son business, elle fait à l'étranger. Elle en fait une bonne partie aux États-Unis, une bonne partie en Asie et spécifiquement en Chine, et finalement un petit peu moins en Europe. Donc, si on faisait cette même analyse, mais par répartition du chiffre d'affaires, on se rendrait compte qu'on a encore moins d'Europe, et donc le discours que je tiens serait encore plus porté par notre exposition. L'essentiel des entreprises que nous avons, des entreprises contenues dans les fonds que nous avons, font leur business à l'échelle internationale. Et dans une situation comme celle-ci, qui semble être un petit peu plus difficile sur le plan économique pour l'Europe, on préfère être plus sensible à des économies un peu plus résilientes, comme les économies américaines. Okay. Sur la part de l'Asie, ça représente à peu près 6% aujourd'hui sur les deux profils, avec notamment en Chine la fin de la politique zéro Covid. Est-ce que c'est une poche que vous pensez augmenter un petit peu pour bénéficier de cette réouverture entre guillemets du marché chinois en tout cas? Absolument, absolument. Une petite précision. En fait, ici, on fait la distinction entre Asie et émergent. On comprenne bien quand on parle d'Asie, ici, on parle d'Asie développée. Donc, tout ce qui est Chine est plutôt dans la catégorie émergente. En fait, dans l'émergent, c'est essentiellement de la Chine. Et tout à fait. On trouve que déjà, il y a un très fort rebond sur la Chine. L'Asie, de manière générale, est une zone qui nous intéresse tout particulièrement. Cette repolarisation du monde depuis la guerre en Ukraine, où on a les États-Unis d'un côté et puis de l'autre côté, force est de constater que la Chine joue un rôle très important, et donc son influence sur l'Asie est particulièrement importante. C'est une zone de croissance pour les prochaines années, et ce sont des positions que nous voulons prendre et que nous voulons renforcer. On a doublé nos positions sur la Chine dans le fonds cœur il y a à peu près un mois et demi, donc c'était plutôt un bon pari. Sur l'année 2023, on va structurellement augmenter le poids de la Chine dans nos allocations. Par contre, attention à très court terme, parce que la position sur la Chine devient très consensuelle. On peut poser la question à peu près n'importe qui, tout le monde est favorable sur la Chine, et comme on le voit souvent, quand on est tous d'accord, souvent le marché nous surprend. Donc un petit peu de prudence à court terme, on ne va pas doubler nos positions tout de suite, on considère que c'est plutôt en situation de surachat, et puis on voit que la levée de la politique zéro Covid elle a un impact extrêmement favorable sur l'économie à moyen et long terme, mais à court terme, on voit une explosion du nombre d'hospitalisations et même du nombre de décès. Donc attention,
À court terme, on peut avoir une certaine volatilité, une certaine correction sur les marchés chinois. Ça ne remet absolument pas en cause notre intérêt sur le moyen long terme, mais il faudra saisir des opportunités sur l'année 2023. Je pense qu'à ce stade, on va attendre un petit peu que ça retombe avant de renforcer nos positions. Très bien. On peut peut-être passer maintenant aux questions. Je ne sais pas si les personnes qui nous regardent en avoir quelques-unes, donc elles peuvent les poser directement. Peut-être qu'il y en a déjà eu quelques-unes qui ont été posées derrière. On va regarder ça. Alors, on a une première question. Au vu des incertitudes sur les marchés, la part d'action sur les profils n'est-elle pas trop importante? Alors, c'est une question tout à fait légitime, parce que ça faisait partie des éléments qu'on mettait en avant, c'est-à-dire que 67% d'actions, ça veut dire qu'on est quand même exposé. Alors que si les marchés étaient amenés à corriger très fortement, on en souffrirait. Il faut plutôt le voir avec, comme on le disait, les cartouches qu'on a aujourd'hui au SEC qui nous permettraient de réinvestir à bon compte. Aujourd'hui, on est plutôt très bien armé contre une baisse des marchés parce qu'on a de quoi réagir. Et avoir de quoi réagir dans une situation où les marchés s'effondrent, c'est ce qui nous permettra sur la durée de créer une très belle performance. Donc, j'ai aucune inquiétude sur ce plan-là, et je pense que notre exposition action aujourd'hui, elle reflète notre optimisme sur l'année 2023, mais notre prudence à court terme. Merci pour cette réponse. On a une autre question, du coup, qui est aussi dans ce sens. On constate depuis le début de l'année que les marchés d'actions se portent bien. Pensez-vous que cela va se poursuivre sur les prochains mois? Alors, comme on a dit, pour dire les choses de manière très transparente, non. Il serait tout à fait logique, c'est possible, hein, on dit souvent le marché a toujours raison, même si sur le plan économique, on n'a pas d'explication. On a vécu des situations qui peuvent être des situations d'incohérence entre l'évolution des marchés boursiers et la réalité économique. Ça fait partie de la vie des marchés actions ou des marchés financiers de manière générale. On vit une situation qui est comme celle-ci, c'est-à-dire on a beaucoup de mal à justifier sur le plan économique la très belle performance du marché européen et même du marché français. Donc, est-ce qu'il est logique qu'elle dure sur les mois à venir? Non, il serait tout à fait logique. Et les publications des entreprises vont peut-être accélérer ce phénomène. On peut avoir des déceptions lors des publications qui vont accélérer cette plutôt baisse des marchés. Il serait tout à fait logique d'avoir une correction à court terme. Et ça ne nous empêchera pas d'avoir une belle performance sur l'année 2023. Merci pour cette réponse. On a une autre question qui est, avec la baisse de l'inflation aux USA et l'inflation européenne qui devrait suivre la même tendance, peut-on considérer que le problème inflationniste est derrière nous? Très bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'il est derrière nous? Non, et on va expliquer pourquoi. Mais c'est un bon élément, et c'est un bon élément positif parce que, de fait, passer de 10 à une cible qui est autour des 3 est une bonne nouvelle pour les entreprises et sera une bonne nouvelle pour la consommation des ménages. Donc, ça va soutenir assez mécaniquement les marchés. Il n'est pas complètement derrière nous pour plusieurs raisons. Première, c'est la persistance, et on le voit en Chine. J'espère que ça ne durera pas éternellement, mais c'est la persistance des difficultés sanitaires qu'on a, qui peuvent continuer à peser sur les chaînes d'approvisionnement, qui peuvent continuer à peser sur l'activité chinoise et donc sur ces sujets d'inflation. Et puis la seconde, elle est assez contre-intuitive, mais c'est une bonne nouvelle économique. C'est-à-dire que les marchés ont rebondi parce qu'on s'attend en 2023 à avoir une récession qui sera moins prononcée que celle que nous attendions il y a encore quelques mois. Enfin, si la récession est moins prononcée et si l'économie est plus résiliente, ça veut aussi dire que l'inflation risque de persister plus longtemps. Donc, ce n'est pas un sujet qui est derrière nous, pas du tout, mais on a en droit de penser que le plus dur est passé et qu'on devrait aller de plus en plus vers une amélioration. Merci. On a une dernière question et après Clément, tu pourras conclure. La hausse des taux ne rend-elle pas intéressante l'investissement sur le marché obligataire? Pensez-vous augmenter vos investissements sur les obligations dans les prochains mois?
Oui, totalement. Totalement, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects là-dessus. Le fait d'avoir évité une partie de la baisse parce qu'on n'était pas complètement investi sur notre poche obligataire. Le fait d'avoir évité une bonne partie de la baisse sur l'année 2022, c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, les obligations offrent un portage qui est nettement plus intéressant que celui que nous avions il y a un an. Ça s'exprime à travers différents produits, mais aller sur de l'obligation aujourd'hui, c'est intéressant. Donc structurellement, on a commencé à le faire, d'ailleurs on l'a vu dans nos portefeuilles, on a de plus en plus d'obligations de long terme parce qu'on a du portage, parce qu'on a une belle rémunération et parce que le mouvement de hausse des taux, il est plutôt fait. Aujourd'hui, on va vers des taux qui se stabilisent. On ne s'attend pas du tout à observer sur les taux le même scénario que celui que nous avons eu en 2022. J'irai même plus loin. Si la récession s'avère un petit peu plus compliquée ou un petit peu plus dure que celle qui est attendue, les taux pourraient même baisser un petit peu, ce qui serait un double avantage pour les détenteurs d'obligations aujourd'hui. Donc la réponse est un grand oui. On continuera à renforcer notre positionnement sur les obligations. Merci, donc je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, en tout cas, Ibrahim, pour la présentation et les réponses que tu as pu apporter à ces questions. Peut-être pour conclure simplement, donc les points à retenir de cet échange, c'est une année 2022 compliquée, une inflation qui a impacté fortement les marchés, qui explique les contre-performances des deux profils de gestion. Après, encore une fois, je vais me répéter là-dessus, mais c'est important de l'envisager sur le long terme. Ça a été une mauvaise période, mais effectivement, en se positionnant sur le long terme, on aura forcément un rebond sur les marchés et on captera le rebond en étant investi. Et puis peut-être sur l'année 2023, on a encore quelques incertitudes, mais un horizon qui semble un peu se dégager. On va avoir un temps breton, entre guillemets, il va faire beau et mauvais plusieurs fois par jour. Mais voilà, ça fait partie de la vie des marchés. Et puis, comme tu le disais, je pense qu'on peut être quand même assez confiant pour cette année 2023 et envisager les placements sur les marchés financiers de façon peut-être un peu plus sereine. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Encore merci Ibrahim pour ces informations. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.